Parce qu'on entendait parler des ordinateurs quand on était à l'école, mais les ordinateurs, ça paraissait quelque chose de loin. Et pour la première fois, on pouvait acheter une machine comme ça. Ça a été quelque chose de fantastique. À cette époque-là, je vivais dans un café du 20e arrondissement, qu'on avait transformé en maison d'habitation, une vie assez bohème avec toute une bande de copains, dont je vous avais parlé d'ailleurs assez rapidement. On avait monté un groupe de rock pornographique qui s'appelait les Los Gonococos. On chantait des chansons assez marrantes, qui ne pourraient plus passer sur les ondes aujourd'hui, je crois, mais qu'on peut toujours retrouver sur Internet, sur mon site personnel. Et à un moment, ça a splitté le groupe, et donc je me suis retrouvé avec mes synthétiseurs que j'ai revendus. Et le gars qui avait le magasin de synthétiseurs l'avait revendu à un marchand d'ordinateurs, qui était le premier boulevard Beaumarchais à vendre des Apple II. Donc j'ai échangé mes synthétiseurs contre un Apple II, et en rentrant à la maison, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait aucun programme, il n'y avait rien du tout que chi. Hein. On pouvait faire, le seul programme qui était donné avec l'Apple II, c'était la moire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est-à-dire un trait vertical qui montait, qui descendait, et c'était super beau. Je restais un quart d'heure devant à regarder le machin tourner, j'avais l'impression d'être déjà au 22e siècle. Je vous ai amené une petite vidéo pour vous rappeler ce que c'était à l'époque, comment ça se passait. Alors je vais essayer de mettre le micro devant le son pour voir si ça marche. Alors la Silicon Valley que va visiter le chef de l'État, c'est le creuset de la technologie américaine. C'est là que les grandes trouvailles informatiques, c'est une sorte de ville industrielle consacrée à la performance. On y trouve environ 500 entreprises réparties de part et d'autre de l'autoroute qui relie San Francisco à Los Angeles. Georges Leclerc nous fait découvrir cette idée de tout le futur. Rejoins. Silicon Valley vient du nom Silicon, en français silicium, qui est le matériel de base des circuits intégrés créés sur cette plaquette. Cette plaquette contient à peu près 1100 circuits intégrés qui contiennent chacun environ 500 transistors. Au départ, la Silicon Valley, c'est le paradis électronique, de l'ordinateur, du laser, bref, de tout ce qui symbolise le progrès. Pas le progrès scientifique mystérieux des laboratoires, non, le progrès quotidien, celui qui entre chaque jour davantage dans votre foyer, dans votre cuisine, dans votre salon. En plus, ce n'est pas uniquement le progrès technique, c'est aussi le progrès humain, le progrès social. Les gens que l'on rencontre dans la Silicon Valley semblent différents, plus épanouis. Souvent, ils ont quitté une condition qui ne les satisfaisait pas pour chercher fortune ici, un peu comme l'ont fait il y a 100 ans les chercheurs d'or. Vous êtes française? Oui, je suis française. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Il y a à peu près 10 ans. Qu'est-ce que vous faisiez avant, en France? Eh bien, lorsque j'étais en France, j'étais standardiste, réceptionniste à Marseille. Géographiquement, la Silicon Valley, c'est une énorme concentration d'entreprises de toute taille, propres, non polluantes, un peu futuristes d'aspect. L'exemple à suivre, le but à atteindre ici, c'est l'employé qui devient millionnaire en créant sa propre entreprise. Vous l'avez reconnu, hein? C'est justement le cas de Steve Jobs, inventeur des micro-ordinateurs Apple. Steve Wozniak, my partner, and myself, we're both working Avec Steve Wozniak, on travaillait dans des sociétés d'électronique. Vous oubliez le On S. utilisait un ordinateur individuel, ceux qui existaient à l'époque du moins. Mais on ne pouvait pas en acheter un, c'était trop cher. Alors, on en a acheté un, on a acheté des pièces et on l'a fabriqué nous-mêmes. La créativité, le coût du risque n'expliquent pas tout. La Silicon Valley, c'est un phénomène complexe où l'homme est l'essentiel, bien sûr, mais seul, il ne peut pas tout faire. André, c'est quoi les ingrédients de la Silicon Valley? Les ingrédients sont d'abord un climat très agréable. Ensuite, la disponibilité de personnel technique très qualifié, très capable. Et aussi la disponibilité de capitaux qui permettent le fonctionnement d'une industrie de pointe. Voilà, je vous ai passé d'abord cette petite vidéo, on peut en baisser le son un peu, parce qu'il y avait Steve Jobs dedans, et je me suis dit que ça vous ferait plaisir quelque part de revoir celui qui pour certains d'entre vous est une idole, ou du moins qu'il l'a été, qu'il n'est peut-être plus aujourd'hui. Et puis pour rappeler l'esprit du garage, parce que il y a toujours eu ce mythe du garage de la Silicon Valley, du garage de... Alors lui c'était
C'était pas San Francisco, le garage, je sais plus où Palo il est. Alto. Hein, Palo Alto, voilà, c'est ça, Palo Alto. Et voilà, donc quand j'ai fait l'acquisition de ce premier Apple II, j'étais un peu comme ces gars-là, à dire comment ça marche et à regarder un peu à l'intérieur comment ça fonctionnait. Et avec l'ordinateur était donné le code du système qui faisait fonctionner l'Apple II, ce qui est quand même incroyable, parce que de nos jours, est-ce que quelqu'un donnerait le code source est-ce qu'Apple est prêt à donner son code source? Ça m'étonnerait. Donc on pouvait aller voir directement comment c'était fichu, comment Wozniak avait programmé et son BASIC et sa machine et ses pages dans lesquelles on pouvait faire des dessins, etc. C'était formidable. D'où, naturellement, quand on a commencé à faire de la programmation, moi j'ai démarré par le BASIC, mais très rapidement je suis passé à l'assembleur, parce que comme on avait accès à la machine, ça allait beaucoup plus vite de programmer un assembleur, même si ça paraissait compliqué. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je serais capable de le refaire, mais c'était extraordinaire de pouvoir aller directement dans les entrailles de la machine. Je pense que ce plaisir-là, pour certains d'entre vous, vous l'avez encore aujourd'hui, de pouvoir aller replonger là-dedans. Ce n'est pas le cas avec les nouveaux ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Alors, la suite. La suite, c'est encore une petite vidéo, je ne me rappelle plus ce que c'est, on va découvrir en même temps. Oui, la promotion commence. Apple Computer, the epitome of the American dream. In 1977, a company with sales of 774,000. Today, a company with annual sales approaching 600 million, on the threshold of being the youngest company ever to make the Fortune 500. At the root of Apple's success lies the world's first personal computer. The Apple II, small, inexpensive, simple to use. The first computer an individual could take out of the box, plug in, and run. Bringing computing down to a personal level. One person, one computer. Throughout the world, more than 750,000 Apple IIs are being used, the largest installed base of any computer manufacturer. With the most software and peripherals, all of this makes Apple the personal tool for a wide array of markets. Business, home, education, science. But the personal computer market has not stood still. Advances in technology and design occur almost daily. Today, there are more than 100 personal computers to choose from. Apple maintains its leadership role by using advanced technology to improve the industry's #1 product. To reaffirm its commitment to this winning product, Apple has enhanced the Apple II to meet consumers and dealers' broadening expectations about personal computing. Apple has taken the Apple II, refined its design, and added some of the most popular features available on personal computers. The result is the Apple IIe, a personal computer that is more reliable and easier to use. In fact, it's the most personal computer. In 1976, when Woz and I designed the Apple II, what we tried to do was use the state-of-the-art technology available to us at that time to create a product that had a greater value
for a computer than had ever before been realized. And I think we achieved that because Apple II went on to be the largest selling computer in the history of the world, and still is. But we want to continually bring this experience of using a computer to more and more people. And we embarked upon a program approximately 24 months ago to take this best-selling computer in the world and increase its value even further by using the state-of-the-art technology available to us today that wasn't available in 1976. And as a result, we've created the 2E. The same old 2, but implemented with 1983 technology. But you know, the 2E is better than the 2. And my hat's off to the 2E team. Better than Woz and I did in 1976. So what you're probably wondering is why we call it the Apple IIe, and not the 2++ or the 2+ Extra Plus. Voilà, je vais passer parce que c'est un peu longuet et les choses importantes ont été dites. Moi, je pense que ça vous a fait plaisir de revoir Steve Jobs. Dans cette petite vidéo, on voit un certain nombre de choses qui sont sympathiques. C'est qu'on voit que très rapidement, Steve Jobs a commencé à travailler le marketing. Lui qui n'écrivait pas une seule ligne de code, il avait quand même une vision des choses. Dans la vidéo, on voit qu'il se fout de la gueule d'IBM, puisque Welcome IBM Seriously, ça veut dire bienvenue. On a fait l'Apple II, le premier ordinateur personnel avant vous, donc bienvenue sur notre terrain. Donc là, manifestement, il se moque d'IBM. Et puis, il commence à annoncer la suite. Et la suite qui va venir, ça sera le Macintosh, on va en parler dans 2 minutes. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on aime tous aujourd'hui dans l'Apple II, c'est que cette machine, elle est ouverte. Donc, je n'ai pas mis la fin de la vidéo, mais on voit le gars qui ouvre la machine, il y a des slots, etc. Et tout cet état d'esprit d'Apple du début, qui était de faire des machines ouvertes que tout le monde pouvait utiliser, dans lesquelles on pouvait faire des aménagements pour les... Alors, j'ai le souvenir d'avoir vu à cette époque-là 2 personnes qui travaillaient dessus. Il y avait Nicolas Gaume, que vous avez peut-être connu, qui faisait des jeux et qui avait fait une application pour gérer les parkings de Bordeaux. Et il y avait Alain Drozd de Personal Computer, International Computer, que vous avez peut-être connu pour certains, et qui lui avait fait une application pour les médecins. Donc nous on avait fait des jeux, mais déjà très rapidement on a vu que l'Apple II ça pouvait servir à beaucoup de choses. Donc c'était la bonne période à mon avis d'Apple. Je comprends aussi que c'est pour ça que vous vous intéressiez à l'Apple II peut-être plus qu'au Macintosh aujourd'hui, parce qu'il y avait cet état d'esprit qui était totalement ouvert. Excuse-moi, au risque de me faire huer, il y a quand même un autre foutage de gueule, c'est le coût de l'ordinateur pas cher. Oui, foutage de gueule de l'ordinateur pas cher. Bon, c'était peut-être pas le même niveau de vie aux États-Unis et en France. Donc nous, bon, je vais passer assez rapidement sur la partie Froggy Software parce que vous la connaissez. Ce premier jeu, le Vampire Fou, il a été programmé ici en basique dans le Gers, puisque j'avais emmené mon ordinateur dans le Gers et je suis revenu avec ce premier jeu. J'ai rencontré des gens chez IEL, ce qui m'a permis de m'acheter un premier disque dur, etc., etc. Donc ça a été vraiment la grande aventure de l'époque, c'était vraiment particulièrement sympathique. Le Vampire Fou est sorti chez Ciel Bleu, qui était une petite maison d'édition qui faisait surtout des logiciels d'apprentissage, des logiciels scolaires. Voilà, donc ça a été le premier jeu d'aventure en français, c'était quand même assez rigolo, et on a suivi cet état d'esprit chez Froggy Software. Tac. Donc ces autres jeux-là, vous les connaissez, en fait, je pense que la plupart d'entre vous ont vu la collection des jeux de Froggy Software. On en a sorti 18. Il y avait déjà, bon, on a toujours aimé s'amuser, nous. Enfin, moi, j'ai toujours aimé rigoler. Donc, je pense que les pochettes, elles signifient bien l'état d'esprit qu'on avait à l'époque. Et je me dis aujourd'hui, peut-être j'en dirai encore 2 mots tout à l'heure, que si le crime du parking sortait aujourd'hui, ce serait impossible de n'en faire la promotion sur Facebook. Vous avez deviné pourquoi? Voilà. Donc, il y avait un certain nombre de libertés qu'on avait, qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est fort dommage et c'est un peu de ça dont j'avais envie de vous parler également. Ça, c'est la dernière vidéo que je vais vous montrer. Rassurez-vous, il n'y en a pas 50 000, mais pour moi, c'est la vidéo qui marque le changement définitif chez Apple, le changement de stratégie et de philosophie.
Bon, vous la connaissiez? Tout le monde la connaissait? Non, je ne connaissais pas. Sauf Pierre, évidemment, qui n'a jamais regardé que son écran et ses jeux personnels. Elle est très significative parce qu'en fait, il s'est passé exactement le contraire de ce qui est annoncé dans cette vidéo. C'est-à-dire que Apple dit IBM c'est les gros méchants, nous on va vous libérer l'esprit. Et en fait, Apple a largement pris la place d'IBM aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui vient derrière pour aller casser l'écran de ce que fait Apple. Voilà. C'est un petit message, mais qui est important. On n'avait pas compris que le temps des libertés informatiques était révolu, donc nous on a arrêté de faire de la programmation parce que le Macintosh, d'abord c'est une machine qui était beaucoup trop chère pour faire des jeux à l'époque. La moindre machine Macintosh valait plus de 25 000 francs. En plus elle était fermée et puis le système de programmation était différent, mais ça bon, c'était normal qu'il fasse des progrès sur le système et pour la gestion intérieure de la mémoire, c'était normal qu'il maintenant tout fonctionnait avec des pointeurs alors qu'avant on était en accès direct pour les programmeurs, on accédait directement dans les pages, on programmait les pages directement dans les mémoires sur l'Apple II, pour ceux qui font la programmation ils comprennent ce que je veux dire. Alors qu'avec le Mac, il fallait passer par des pointeurs, c'était beaucoup plus compliqué. Sur le Mac, on pouvait quasiment pas faire de langage machine. Donc nous, on avait développé en Turbo Pascal, le Turbo Pascal qui avait été écrit par Philippe Kahn, pour ceux qui ont connu. Pardon? Oui, c'est Philippe Kahn, voilà. Et alors moi, ma carrière, c'est toujours partagée entre l'informatique et le journalisme. Je voulais aussi vous parler du journalisme aujourd'hui pour vous dire que à cette époque-là, il y avait un certain nombre de journaux. Il y avait l'ordinateur individuel, il y avait SVM, il y en avait plein de petits journaux. Et ces journaux avaient une véritable analyse de ce qui était en train de se passer. Donc, moi, je travaillais à l'ordinateur individuel et on nous avait demandé de mener une réflexion, d'être un peu de prévoir, d'essayer de voir, pas des sirènes d'alarme, mais c'est un peu ça, les sémaphores pour dire attention, voilà ce qui va vous tomber sur le coin de la figure dans quelques temps. Donc on a écrit des articles sur l'intelligence artificielle, moi je me rappelle avoir écrit des articles sur le mariage de l'informatique et de la télévision, qui était quand même assez inimaginable en 1983, c'était complètement séparé. Il y avait la télé d'un côté, le Macintosh en couleur, il est arrivé, il a mis du temps à arriver, on l'a attendu pendant des mois et des mois, mais on sentait quand même que tout ça, ça allait se marier, donc on avait écrit, je me rappelle avoir fait pas mal d'articles en particulier sur l'intelligence artificielle et de poser la question jusqu'où on pouvait confier des responsabilités aux ordinateurs. Je pense que la question, elle se repose plus que jamais aujourd'hui. Mais malheureusement, la presse informatique aujourd'hui n'existe quasiment plus, enfin, c'est une presse de jeu, dont je vais dire deux mots assez rapidement. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis et de rencontrer ce monsieur. Alors, je ne sais pas si son nom vous parle, pour certains d'entre vous, il s'appelle Alan Kay. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Levez le doigt, ceux qui le connaissent. Ah ben, quand même pas mal de gens. Il avait le titre d'Apple Philo. Oui, c'est un Apple Fellow. Il y avait quelques Apple Fellows, c'est-à-dire des intellectuels que Apple considérait comme des gourous de sa société. Donc il y avait lui, il y avait Bill Atkinson, il y avait un certain nombre de gens. Alan Kay, c'est tout simplement le monsieur qui a inventé le système des fenêtres et des dossiers, la représentation graphique de l'ordinateur à l'écran. Donc avant lui, ça n'existait pas. Il avait fait ça parce qu'il travaillait beaucoup avec les enfants. C'est lui aussi qui a inventé le système de la souris. Il travaillait au Palo Alto Research Center. Donc c'était vraiment quelqu'un de très intéressant à rencontrer. Je suis allé discuter avec lui. Et à l'époque, je n'avais pas trop bien compris. Il me disait, mais ce qui va changer, c'est que dans quelques temps, le savoir sera réparti dans des îlots. Et puis ces îlots pourront communiquer les uns avec les autres. En fait, il m'a fait la description d'Internet 4 ans avant que ça sorte. Quoi. Et c'était intéressant. Donc il fait partie de ces gens, bon, il est assez âgé maintenant, mais toujours intéressant à suivre. Il fait partie de ces gens qui sont vraiment des phares dans le monde de la révolution informatique et de la révolution sociétale. Voilà. J'ai eu un grand plaisir à rencontrer ce monsieur. Lancement de Micro à Micro, de l'ordinateur individuel, devient un magazine de bande essai. C'est ça que je voulais vous dire en fait sur l'histoire de la presse informatique, c'est qu'à un certain moment, ces journaux qui avaient une réflexion sur l'évolution de l'informatique sont devenus des journaux bande essai. C'est-à-dire qu'ils se sont dit il y a trop de production, et comme il y a trop de production, il faut qu'on passe tous les ordinateurs aux bandes d'essai, comme à la FNAC, et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais on a perdu complètement la réflexion. C'est typiquement ça.
entre autres. Ça permet la sécurisation de l'échange, mais de particulier à particulier. Voilà. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la blockchain, mais je vous invite à vous renseigner parce que justement pour le travail de journaliste que j'ai fait pendant des années, il y a un petit peu du pif de sentir ce qui va arriver et je suis sûr et certain, mais j'en donnerai la main de Pierre Berlequin à couper, que ça va révolutionner le monde. C'est un petit truc. Est-ce que tout le monde sait comment on dit intermédiaire en anglais? Escroc. On pourrait dire la même chose en français. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'il y a derrière? La paranoïa de Steve Jobs. Alors, bon, je ne sais pas si vous avez vu le film sur la vie de Steve Jobs, si vous avez lu les livres que Daniel Ishbia a bien voulu écrire, ou des gens comme ça. Ce type-là est quand même devenu dingue. Ce type qu'on a tellement aimé quand il était dans son garage est devenu le pire des paranos. Bien pire que Bill Gates, que j'ai détesté pendant quelques années, et j'étais très content quand il s'était fait entarter. J'ai d'ailleurs la photo dans mon bureau de Bill Gates entarté. Mais Steve Jobs a fait d'Apple quelque chose d'épouvantable. Alors les machines sont très belles, bon maintenant il n'est plus là, en plus on pourra en discuter longtemps, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Il a fermé complètement sa société, il a créé un climat de paranoïa partout, et bon, c'est un gars qui pensait qu'à faire du marketing. Bon, il a changé le monde, c'est vrai, il est bien reconnaître qu'il a changé le monde, mais il a totalement perdu l'état d'esprit qui était l'état d'esprit de l'Apple II, celui que vous avez aujourd'hui, celui que vous retrouvez quand vous programmez sur cette machine. Voilà. C'est dommage, mais bon, j'avais envie de vous le dire quand même. Ce qu'on attendait de l'informatique, une vraie liberté. Ce qu'on a obtenu, une parodie de liberté. Google, Facebook, Amazon, traqués, fliqués, profilés par ces trois sociétés. Alors l'Empire américain impose sa morale. Moi j'aime bien cette phrase, nous vivons une dictature molle. Vous êtes l'avenir un peu de l'informatique, vous êtes plus jeune, vous êtes la nouvelle génération. On avait espéré, parce qu'on était tous issus plus ou moins de la mouvance mai 68 et du Flower Power et de UKID, UKIDA, tout va être beau, tout va être bien, et c'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, on vit vraiment sous une dictature de l'informatique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Pierre. Mais on est traqué, on est fliqué. Alors effectivement, on n'a pas la police qui débarque chez nous pour nous obliger à faire des choses. Mais dès qu'on se balade sur Google, tac, on reçoit des publicités, on essaie de nous faire dépenser notre argent, de nous faire penser d'une certaine façon. Et il faut faire très attention à ça. Et je reviens à l'histoire de la presse. Il y avait une presse informatique à l'époque qui avait un sens critique. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors, ça manque vraiment, quoi. Donc, s'il y a des vocations alors, on peut trouver évidemment des critiques sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, je m'en méfie comme de la peste, parce que Facebook fait sa loi aussi comme il veut. J'en parlais tout à l'heure. Hein. Alors, Apple II Revival, je me suis posé la question j'aimerais vous poser la question de pourquoi vous avez gardé cette passion pour l'Apple II. Vraiment, bon d'accord, c'est une machine indépendante, ouverte, facilement programmable. On peut appeler ça la 2 chevaux d'informaticien, parce que les garagistes, ils aiment beaucoup les 2 chevaux. Nous, on en a un qui est spécialisé dans la collection des 2 chevaux et la remise dans le Gers, et la remise en état des 2 chevaux. Alors, est-ce que c'est de la nostalgie ou autre chose? Je ne sais pas, vous avez des réponses? Il y en a, chacun a sa réponse, ou ça vous rappelle votre enfance, ça vous rappelle quand vous jouiez, que vous aviez 10 ans ou 15 ans? Ça serait intéressant quand même de voir ce qui vous anime et ce qui vous fait avancer dans cette passion que vous avez pour l'Apple II. Est-ce que c'est la passion de la collection aussi, de dire ah, tiens, c'est une vieille machine, ou est-ce que c'est autre chose? Donc on aura l'occasion d'en discuter, je suppose, quand on va déjeuner tous ensemble tout à l'heure. 2 mots sur les jeux. Alors moi je pense qu'il y a encore de la place pour les programmeurs individuels, pour la grande imagination et les petits budgets, parce qu'aujourd'hui les jeux qui sortent chez Electronic Arts ou les autres, je ne sais même plus leur nom, c'est des jeux qui demandent des budgets de 1 million, 2 millions, 5, 6 millions de dollars, donc c'est quand même un peu dommage qu'il n'y ait que ça, parce que moi je pense qu'à l'époque, on s'amusait autant avec un Pac-Man ou un Vampire Fou qu'aujourd'hui avec des jeux qui ont coûté des millions de dollars. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des jeux à des millions de dollars, mais qu'aujourd'hui, je pense qu'il peut encore y avoir des petits programmes, pas seulement sur les jeux, et que c'est encore possible de faire des choses sans forcément appartenir à une énorme structure ou s'intégrer comme un employé d'Electronic Arts. Ça, il y a encore des gens il suffit d'avoir de l'initiative et de le vouloir. Bon, certains d'entre vous l'ont peut-être ou vont peut-être le faire, j'en sais rien. Je mets le doigt là-dessus parce que je trouve ça un peu dommage que ce marché ait été
se soient appropriés, que de grandes sociétés se soient appropriées ce marché, que ceux qui ont des initiatives, on ne les voit plus beaucoup. Et ça revient aussi sur le fait que l'informatique, la presse informatique ne fait plus son travail suffisamment. Voilà, alors après vous avoir bien sapé le moral avec tout ça. On a quand même une surprise pour terminer cette petite conférence que j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui. Roulement de tambour. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer la réédition de... Alors, parce que c'est le dernier jeu que Froggy Software avait fait, on n'a pas eu le temps de beaucoup le commercialiser. Donc on a réédité, grâce à l'aide de l'ami Toto Antoine et grâce à Richard Soberka qui est le programmeur, le seul shoot 'em up de Froggy Software, donc qui s'appelle Plein Gaz, en version 1.2. Antoine, tu peux dire un mot sur ce que c'est que la version 1.2? Micro. Ouais, la version 1.2, c'est une version Prodos, c'est-à-dire installable sur disque dur. Vous ne notez pas la version d'avant, et reconnaît aussi la colle de GS pour que ça tourne pas vite, et la vitesse normale, et voilà. Alors c'est cadeau pour chacun d'entre vous. Bravo! Bravo! Réédition à l'identique, signée par Richard Soberka derrière, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Il y a un exemplaire pour chacun d'entre vous. C'est génial. Voilà. C'est collector. Super. Et ben voilà, merci, je vous souhaite un très bon festival et on peut discuter. Alors, si, un petit mot encore, est-ce que certains d'entre vous ont connu François Benveniste? Oui. Ah, il n'y a que les vieux de la vieille. Hein. Donc, François Benveniste... Qu'est-ce qu'il devient? Il est mort? Je vais te le dire, non, il n'est pas mort du tout. François Benveniste a été pendant des années le directeur marketing d'Apple France. Donc c'était lui qui s'occupait de la commercialisation des machines Apple, et un type très très dynamique. Et on avait c'est à lui qu'on avait affaire à l'époque où j'étais journaliste pour aller discuter, faire des articles. Il était très chiant parce qu'il nous disait toujours, mais c'est moi qui ai le pouvoir, vous les journalistes, vous êtes que des merdes. Enfin, grosso modo, il parlait comme ça parce qu'il a toujours été très cash. Donc on avait des grandes discussions sur est-ce que c'est l'homme du marketing qui a le pouvoir ou est-ce que c'est le journaliste et la presse qui a le pouvoir. La discussion continue toujours, hein, 40 ans après. À un certain moment de sa vie, François a quitté Apple. Bon, il a fait d'autres choses. Moi, je l'avais fait rentrer chez Calvacom, donc il a suivi l'aventure Calvacom et l'arrivée d'Internet. Il a été le patron de Calvacom pendant 2-3 ans. Et puis, finalement, il s'est mis en pré-retraite il y a une dizaine d'années. Et il avait un grand problème, c'est qu'il disait, bon, vous, les journalistes ou les créateurs, ou ceux qui font des dessins ou des affiches, vous êtes des créateurs. C'est le seul avantage que vous avez sur moi, j'ai jamais rien créé de ma vie. Par contre, moi je sais diriger des équipes, etc., mais je n'avais pas fait ça. Et puis il s'est acheté un appareil photo, et il a commencé à faire de la photo. Alors au début, il a photographié des vieilles pierres, donc, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Après avoir photographié les vieilles pierres, il a photographié des jeunes filles devant les vieilles pierres. Puis après, il n'a plus photographié que des jeunes filles. Et en fait, il s'est lancé dans la photo de charme. Et depuis 10 ans, il utilise tous les sous de sa retraite pour courir le monde, en emmenant avec lui des modèles, des jeunes femmes, donc qui sont évidemment volontaires, et il les emmène partout, en Guadeloupe, en Amérique, et ceci et cela, et il fait des photos. Et il y a quelques semaines, François m'a appelé en me disant, écoute, ça fait 10 ans que je fais ça, j'aimerais bien faire un petit livre souvenir du travail que j'ai fait depuis 10 ans, est-ce que tu veux pas m'écrire des textes et le faire avec moi? Donc vous voyez qu'Apple, ça mène à tout quand même, ça mène à la photo de charme. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui qu'on a également sorti le livre de François Benveniste, je vais vous le montrer. Il faut voir avant d'applaudir. Voilà. Ça s'appelle, c'est un très beau livre. Oh là là. Bon, la couverture est sérieuse, mais à l'intérieur, vous viendrez voir, c'est très chaud. Hein, c'est très beau, c'est très artistique. Donc il est là, il est disponible pour ceux qui veulent le voir. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon salon. Et, Bravo.